Hey, salut tout le monde. Merci encore une fois d'être là aujourd'hui. On est avec Cory Albert, entrepreneur, investisseur. On va parler un peu de son parcours, de où il s'enligne, c'est quoi ses ambitions. Et puis aujourd'hui, je vais te laisser justement, Cory, te présenter qui tu es. Dis-moi ça. Jeune homme de 22 ans, merci beaucoup en passant pour l'invitation, c'est très apprécié. Jeune homme de 22 ans qui est plein d'ambition, qui veut littéralement dominer sa vie et accomplir mon plein potentiel. Puis ça fait quand même un bon moment qu'on commence à te voir de plus en plus sur les réseaux sociaux, TikTok entre autres, là, en flèche montante. Je pense que tu commences d'être de plus en plus en demande. C'était quoi initialement ton plan de match avec les réseaux sociaux? Est-ce que c'était vraiment de devenir populaire sur les réseaux ou ça a juste, tu as décidé de partager ton histoire puis ça a explosé d'un coup? Moi, là, je vais te dire une chose, il n'y a rien que je fais pour rien. OK. Fait que moi, c'était tout planifié, là. En fait, ma première vidéo, elle a explosé à des 200 milliers de vues, la première vidéo que j'ai mis. OK. Donc moi, c'était un plan très, très sophistiqué. Je voulais dominer l'immobilier au Québec, en fait. Okay. Et mon prochain plan, c'est Canada et ensuite les États-Unis. Next step. Exact. T'es pas mal. Je t'écoutais tantôt, on parlait un peu avant le podcast de tes ambitions, justement. Je vois que tu es un gars qui voit grand, que tu veux pas rester juste dans le local, tu veux aller plus loin. Tu partais quand même de Gatineau ce matin juste pour venir nous voir, pour être sûr que ton nom se partage. Mais il y a le Cory investisseur qu'on voit sur les réseaux, il y a le Cory entrepreneur. C'est à partir de où ce Cory-là? C'est à partir de quand que tu as commencé à avoir le mindset de « Hey, moi, là, j'ai pas envie de faire du 9 à 5, j'ai envie d'être un entrepreneur. » C'est parti depuis un jeune âge. Moi, j'étais bon à l'école au début. Okay. Puis ensuite, j'ai commencé à skipper les cours et tout ça. Puis là, mon père m'a remis à ma place un peu. Puis moi, mon premier contact avec la business, c'est quand j'ai commencé ma marque de vêtements. OK, parfait. Fait que c'était une marque de vêtements, de hoodies, de t-shirts, casquettes, tu sais, le basic. T'avais quel âge? J'ai commencé écoute, je m'en souviens même plus, 16 ou 17 ans. 16 ou 17 ans. Je vendais ça dans les salles de bain des gars, tout ça à l'école. Puis, moi, le problème avec cette marque-là, il y en a eu plusieurs. Okay, moi, j'étais à Gatineau et j'ai jamais été capable de la faire traverser vers Montréal, Laval, Longueuil. J'ai jamais été capable de la faire croître au Québec complet. OK. Et ça, c'est notamment à cause de plusieurs raisons. Numéro 1, je faisais tout seul. OK. Donc, j'étais comme un one-man show. T'es d'accord avec moi? Ouais. Pas possible. Tu peux pas porter tous les chapeaux, tu peux pas être le meilleur dans tout non plus, là. J'étais selfish. Comment on dit ça en français? Égoïste. J'étais égoïste parce que je voulais juste tout avoir le succès pour moi au lieu de le partager avec des partenaires pour croître. L'autre chose, ça faisait pas d'argent. Fait que tu sais, ben beau être passionné par quelque chose, mais si tu fais pas d'argent... Il y a un temps d'expiration sur ton projet. C'est pour ça que, selon moi, l'argent, c'est hyper important en affaires. C'est le sang d'une entreprise. Définitivement. Et l'autre chose, c'était carrément que j'étais pas moi-même parce que j'avais une équipe autour de moi, une mini-équipe, et ils me disaient de faire tel truc. Et tu sais, moi, j'étais... Dans ce temps-là, il fallait que je fasse le gentil gars, il faut qu'on suive ses passions. L'argent, c'est pas important. J'étais ce genre de gars-là. Okay. Et c'était pas du tout qui j'étais, en fait. Donc, ça a fini que j'ai pas pu croître parce que je n'étais pas moi-même. Tu sais, moi, je suis né pour me faire haïr par la moitié de la population. Puis, parlez-en bien, parlez-en mal, il faut que tu en parles à un certain moment. Fait que tu étais trop dans le moule. On a essayé de te caser dans un moule qui ne fitait pas pour toi. Exact. Puis là, ça n'a pas fonctionné. Après ça, c'était quoi ton autre projet, ton autre aventure entrepreneuriale dans laquelle tu t'es lancé par la suite? Moi, c'était carrément, je me suis trouvé une façon de faire de l'argent. Là, j'étais rendu là. J'étais rendu à bout. J'étais plus moi-même. Tu sais, je me suis perdu à essayer de plaire à tout le monde. Je me mets même pas moi-même. OK. Donc là, mon prochain projet, c'était qu'est-ce qui fait de l'argent? OK. Va sur Internet. Qu'est-ce qui fait de l'argent? Stock. Je sais même pas si crypto, c'était populaire dans ce temps-là. Je pense pas. Immobilier, OK. Qu'est-ce qui fait de l'argent? Et là, j'ai trouvé justement immobilier. Puis là, j'ai dit, écoute, l'argent est là. Je veux appartenir des blocs. Je me suis juste lancé à tête première. Okay. Et ça, c'était mon deuxième. Pourquoi c'était important pour toi de faire de l'argent? Tu sais, t'as la fibre entrepreneuriale, mais pourquoi c'était important pour toi à ce moment-là? Tu avais quoi, 16-17 ans à ce moment-là, de faire de l'argent? Pourquoi c'était ton focus initial? Puis c'est encore mon focus initial et ça va toujours l'être. Parce que je te donne une petite chose. J'ai eu un commentaire sur un réseau j'ai eu un commentaire sur TikTok et le commentaire sur une de mes dernières vidéos. Puis le commentaire disait, tu sais, Cory, moi, je veux pas avoir de l'argent, je veux juste avoir une famille soudée puis du fun. Puis tu sais ce que j'ai répondu? J'ai répondu,
moi, je veux avoir une famille soudée, du fun et de l'argent. Définitivement, de l'abondance. Exact. Ouais. Donc, pour moi, de l'argent, c'est juste, ça me permet d'atteindre mon plein potentiel. Puis, tu sais, il y a un adage qui dit, tout est drôle quand tu as de l'argent. Ouais. Tu frappes une voiture, tu crashes dans un char, c'est drôle. Haha. Hey, tu te souviens-tu quand on avait crash? T'échappes l'eau ici, haha. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. La vie est nice. Puis de façon d'avoir, tu sais, si c'est exemple, tu as une famille soudée, tout ça, mais tu n'as pas d'argent pour faire des activités, de faire des souvenirs, d'aller en voyage, le temps peut être long à regarder les 4 murs à la maison. Là. Exact. Écouter la télé. Ouais. Ça, j'ai ça. Ben, c'est ça. Pour ça que tu n'écoutes pas la télé, là, tu fais des investissements. Tu as commencé à faire ton premier investissement. C'est quoi le premier immeuble que tu t'es acheté? Un triplex. OK. Comment t'as fait pour l'acheter? T'avais quoi, 21 ans à ce temps-là? 19. Comment t'as fait de faire prendre au sérieux auprès de la banque? C'est l'étape numéro 1. 2, trouver l'argent. 3, passer à l'action. Puis d'arriver devant le vendeur, puis que le vendeur dise 19 ans, le jeune, oublie ça, il n'y a aucune chance que je vende mon immeuble ou qu'il trouve l'argent. Comment t'as fait pour mettre ça en place? Le plus dur, ça a été de me faire prendre au sérieux par le courtier. comme toi, t'es un courtier. Tu sais, tu vois un jeune de 19, hey, je veux acheter un bloc. Tu vas-tu me prendre au sérieux? Peut-être tu vas poser une couple de questions. Ouais, définitivement. Right? J'ai été chanceux parce que le courtier, c'était le père d'un gars avec qui je jouais au hockey. OK. Et lui, il se disait, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il se disait en fait, mais il m'a pris au sérieux. Je peux pas le laisser tomber. Finalement, il s'est juste donné. Il n'y a pas le choix. C'est ça. Fait que tu sais, on a visité des blocs, Puis c'est ça, j'ai acheté mon premier triplex. OK. On avait même essayé de faire passer ma business, mes vêtements pour la banque, etc. Là, j'ai eu un co-signateur pour la banque. Fait que tu as déjà une preuve de revenu à ce moment-là. Là. Ouais, parce que moi j'avais... Là, je me souviens plus du timing, mais moi, ma stratégie, c'était je lâche l'école, puis je me paye une job à temps plein. Parfait. C'était ça ma stratégie, quand. OK. Puis ça a finalement divagué vers autre chose. c'est ça. C'était... Comme quoi, n'importe quel plan, de toute façon, si tu pars avec quelque chose, ça va changer. Fait que là, tu avais déjà une job, tu avais des preuves de revenus, tu fais ton offre d'achat. Tu as trouvé où l'argent pour passer à l'action? Donc, là, ça, c'est une histoire que j'adore expliquer. En fait, c'est mon histoire préférée. Mais, tu sais, moi, je pensais que mon père, tout le long, allait me backer. Comme, tu sais, il y a des gens ici qui écoutent le podcast, qui ont des parents avec de l'argent. Ouais. Il y en a qui des parents qui n'ont pas d'argent. Mais moi, je pensais que mon père avait de l'argent. Pour finalement comprendre que mon père allait pas m'aider financièrement dans le projet. Donc là, je me retrouve avec une offre d'achat acceptée, des délais. Tu sais, j'avais déjà soulevé les délais d'inspection, je pense. OK. Puis là, voilà, je trouve 18 700 $ environ. OK. Tu sais, mettons 19 000. Pour acheter. Ouais. Fait que là, ben, je suis allé voir tous les membres de ma famille. T'avais combien dans ton compte de banque? Ah, j'avais 0, j'avais pas une scène. Parfait. Là, t'as fait le tour pour aller chercher un peu de love money. Ouais, je suis allé cogner aux portes. Okay. Je suis allé cogner chez les voisins. Okay. Tu sais, l'argent est partout quand tu y penses. L'argent est partout, là. Va cogner sur tes voisins puis il y a de l'argent, tu sais. C'est pas un problème, tu vas la trouver. Ouais. Bref, j'ai cogné partout. J'arrive justement chez mes grands-parents. Et là, ils me disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais l'affaire, c'est qu'on avait comme une marge de crédit dans la famille. Okay. Fait que j'ai pris l'argent de la marge. J'ai acheté le bloc. Okay. Là, j'ai eu un cashback de la banque. Okay. Ils m'ont renvoyé le cash. J'ai renvoyé sa marge. Mais ils t'ont pas donné un cashback de 18 000. Ouais. Là. De 18 000. 18 000. Ah ouais. 18 000 $. Donc, d'abord, tu l'as acheté avec 0 mise de fonds. 0 mise de fonds. Okay, taux d'intérêt, il était au lieu d'être genre à 3 dans ce temps-là ou 2 points cuc, il a augmenté à 5. OK. Mais cash flow, pareil. De toute façon, déductible d'impôt, fait que ça ne change pas grand-chose. Fait que tu as réussi à acheter ton premier blog à 19 ans avec du financement créatif. Je pense qu'il y a du monde en ce moment qui regarde le podcast qui se disent à ta peu, c'est-tu réellement possible? Mais là, tu l'as pas fait juste une fois, tu l'as fait à plusieurs reprises. Après ça, ça a été comment? Ça a été quoi le délai entre ton premier et ton deuxième? Donc, tu sais, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Là. Okay. Moi, j'ai toujours été le gars qui passe à l'action. Mais là, c'est parce que j'avais un bloc et j'avais aucune idée de ce qui se passe. Okay. C'est quoi ça, là? Les locataires, les problèmes. Ah, j'en ai eu des... Je savais même pas comment gérer un locataire. Tu sais, c'est tous des trucs que j'aurais dû apprendre avant d'acheter. Parce que ça a failli revirer tout contre moi, là. C'est une grosse erreur que j'ai faite. Puis tu dirais pas que ça a plutôt joué à ton avantage? Peut-être parce que sinon, si, exemple, tu aurais passé juste dans l'analyse, en train d'étudier tous les volets possibles, toutes les facettes qui peuvent t'arriver, tu n'aurais peut-être juste jamais passé à l'action? Mais tu sais, si on va dans les cas extrêmes, oui. Okay. Tu sais, c'est la même chose comme, mettons, toi, tu vas avoir une équipe de courtiers immobiliers de 2000 personnes au Québec. Mais c'est pas demain matin. Il faut quand même que tu passes à l'action, mais qu'en même temps, tu apprennes
d'une personne qui a 2000 courtiers pour que tu puisses comprendre le mindset. Ouais. Tu me suis? Ouais, définitivement. Fait que oui, là, si tu es pas dans l'analyse trop poussée, à un moment donné, arrête. Mais il faut quand même que tu connaisses les mécaniques de base, selon moi. C'est comme, c'est quoi un locataire? Comment tu fais du cash en immobilier? Tu sais, je savais même pas qu'est-ce qui se passait. Donc, pour répondre à ta question, ça m'a pris 1 an. Parce que là, il a fallu que j'apprenne ce qui se passe, quoi faire. Okay. Et là, dans le fond, j'ai juste continué à croître. Tu as appris sur le tas. Ça a été quoi ton... Là, tu as acheté après ça un autre immeuble. Ouais. Comment tu as fait encore cette fois-ci pour faire ta levée de fonds, pour faire ton acquisition? J'imagine que tu avais un petit peu de cash flow qui sortait de ton immeuble. Ah, j'avais encore pas... de mon triplex? Ouais. Oui, j'avais du cash flow de mon triplex. OK. Entre 600 et 700 $. OK. Fait que mon premier triplex, entre 600 et 700 $ par mois. OK. De cash flow. Je l'ai encore aujourd'hui. Okay. Moi, je vends pas mes immeubles. Je sais pas pour toi, là, mais... Non, j'ai pas vendu un à date, refinance, puis j'utilise mon levier, là, tout simplement. Fait que mon deuxième immeuble, ben, c'est un peu la même chose, mais d'une autre façon. OK. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter un bloc, etc. Et là, c'est le vendeur qui m'a prêté l'argent pour acheter. Il m'a fait un prêt sur 2 ans. Comme une balance de vente. Balance de vente, 2 ans. Parfait. Mise de fonds. Créer de la valeur dans l'immeuble. Que tu as déjà remboursé ou que tu arrives éventuellement à échéance? Attends une minute, ça fait combien de temps? On a repoussé l'échéance à cause de la COVID et tout ça, on s'était entendu. Mais il arrive à échéance en janvier 2023. Fait que tu planifies, j'imagine, refinancer. On est en train de refinancer. Parfait. On est en train de ressortir 480 000 en refinancement. OK. Fait qu'il va nous rester autour de 480 000 en fait après tout ça. Good job. Ouais. On parle quand même de montants assez impressionnants pour ton jeune âge. T'as quel âge en ce moment? 22. 22 ans. Fait que on parle de 500 000 à 22 ans. C'est pour un des immeubles. Probablement un autre 500 000 pour un deuxième, troisième. Puis je pense que c'est là qu'a créé la valeur aussi en immobilier. Mais si on met le sujet d'immobilier un peu à part, puis qu'on parle, ça a été quoi tes plus gros défis en tant qu'entrepreneur? Tantôt, tu as parlé de tes défis dans ta compagnie de vêtements. Là, on parle de défis en tant qu'entrepreneur en immobilier parce qu'on peut le dire, tu es un entrepreneur en immobilier pour être capable de trouver la solution pour la mise de fonds, pour être capable de trouver une solution à une balance de vente puis de la repayer. J'en connais des clients et du monde proche de moi qui ont acheté des immeubles avec des balances de vente puis sont pas capables de la repayer puis se retrouvent un peu dans un cercle vicieux où j'ai pas assez optimisé, je peux pas le refinancer, je peux pas repayer, j'ai pas fait un achat stratégique puis là je suis pogné à avoir une balance de vente puis d'aller en prêt privé, etc. Fait que c'était quoi tes plus gros défis en tant qu'entrepreneur? Comment tu as fait pour les résoudre? Mon plus gros défi, c'était m'entourer des bonnes personnes. Okay. C'est vraiment ça. Moi, je suis le genre de gars, je suis bon dans une chose, puis je suis pas bon dans beaucoup de choses, en fait. OK. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Je suis pas bon dans skills. Tout. Ouais, j'ai un skill. Je suis un gars un people's person, entrepreneur. Je cherche toujours des solutions. Okay. Ça, c'est mon skill. Mais là, après ça, marketing, vente, prospection, rénovation, je connais rien là-dedans. Tu sais? Ouais. Là, je connais quelque chose parce que je me suis justement entouré de ces personnes-là. Donc, c'était vraiment de trouver mes mentors qui étaient mon plus gros challenge. Et comment j'ai fait pour le résoudre? C'est simple. Toutes les soirées de réseautage, je suis là. OK. Tu iras voir sur les mordus d'immobilier, là. Tu sais, le groupe, là. Oh, ouais. Tu iras voir en 2019, 2020, 2021, je pose plein de questions. Je cherche un mentor. Je comprends. Puis moi, ma solution, c'est j'étais prêt à payer. J'avais 10 000 dans mon compte. Je te donne 10 000 $ tout de suite. Je veux être cassé, mais je veux être riche ici. Okay. C'était vraiment ça. De te faire coacher, de te faire mentorer. Puis là, tu as réussi à trouver la bonne personne pour toi. Là, de ce que tu me parles, fait que là, tu es rendu avec une équipe marketing, tu es rendu avec plusieurs trucs. J'imagine que dans ce volet-là, il y a des défis aussi auxquels tu as dû faire face quand tu engages ton premier employé, quand tu engages ta première personne ou que tu mets en place ta vision marketing en ligne. Tu sais, en ce moment, tu as une stratégie en ligne. Il faut que la personne que tu as engagée suive ta vision. Comment tu fais pour leur partager ta vision en tant qu'entrepreneur? C'est une vraiment bonne question. Je pense que ça vient de la culture dans l'entreprise. Tu sais, il ne faut pas oublier une chose. Les gens qui travaillent avec toi, tes partenaires, ont eux aussi leurs objectifs. Ont eux aussi leur façon. C'est pas des robots. Ouais. Donc, la façon qu'une personne peut t'aider, toi, à atteindre tes objectifs, c'est en l'aidant, elle, à atteindre ses objectifs. Donc, vous en allez dans la même direction. Ouais. Fait que, tu sais, si mettons, il y a quelqu'un dans ton équipe, là, il est bon, là. Tu sais, il est bon. Puis lui, son objectif, c'est d'avoir un grand parc immobilier. Ben,
en même temps que lui t'aide à atteindre tes objectifs, faut que toi, tu l'aides à obtenir son parc immobilier. Comme ça, les deux, vous travaillez ensemble. Donc, c'est vraiment ça, ma stratégie. C'est que, tu sais, moi, là, j'ai tous les membres de mon équipe, là, j'ai, à chaque 2 semaines, un one-on-one avec eux. OK. Parle-moi de tes objectifs. J'ai 30 minutes. Tout le monde dans mon équipe, 30 minutes, one-on-one. Parle-moi de tes objectifs. OK. Comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs? Comme littéralement. Là. On parle même pas de nos business en investissement ou nos business en côté coaching, mais vraiment, toi, là, comment je peux t'aider? 30 minutes, chaque 2 semaines. Définitivement, c'est la clé. Moi, c'est un peu comme ça aussi qu'on a monté la business dans laquelle que j'ai monté aujourd'hui. Puis c'est en faisant des PPF qu'on appelle Personal Professional Financial. C'est 1 an, 3 ans, 5 ans. That's it. Tu fais ça aussi? Ouais, on le fait. Nous, c'est une fois par mois, la Grant. That's it, let's go! Mais vraiment, c'est vraiment ça. Je pense qu'il a aussi été un élément déclencheur pour ma business. Si tu regardes, mettons, moi, ça fait 2 ans, j'ai parti le groupe. Puis on était 3 dans l'équipe. Wow. Puis là, on est rendu 30 dans l'espace de 2 ans. Chiffre d'affaires qui a triplé. Tu sais, tout a été vraiment de façon exponentielle parce que j'ai arrêté de focusser sur moi, mais plutôt de mettre le focus sur les autres. Puis comment est-ce que les autres, je peux les apporter à un autre niveau puis les faire gagner dans tout ça. Puis je pense que c'est ça que souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont oublier que c'est pas un one-man show. Puis que ça se rend pas loin à un one-man show. Il faut vraiment que ça soit... Comment est-ce que tout le monde proche de moi peut gagner, puis comment je peux avoir un impact dans la vie du monde. Puis un impact dans la vie du monde aussi proche de eux, parce que souvent les gens, ils rentrent dans ton équipe. En ce moment, tu as des gens qui sont dans ton équipe qui ont des objectifs, puis ils ont des objectifs pour une raison, pour atteindre un but souvent qui est plus gros qu'eux autres. Je vais acheter une maison à ma mère, j'ai envie de faire ça. Puis c'est là où les gens commencent à suivre une vision, c'est quand ils voient que, hey, attends un peu, j'ai des résultats. Corey, dis-moi, c'est où que tu te vois, c'est où que tu vois ton parc grandir dans les prochaines années? C'est quoi ton PPF à toi? Ouais. Mon PPF, hein? Ouais. Ben, mes objectifs personnels, premièrement, là, moi, c'est pas 1, 3, 5 ans. Moi, c'est vraiment mon objectif. C'est d'aller avec ma famille en Floride, à Miami. Okay. Vivre là, en fait. Dans une villa sur le bord de l'océan, en fait. Avec une Rolls-Royce blanche. Avec les étoiles. Dans la voiture. Tu l'as déjà visualisé? Ouais, tout est fait. Ça va arriver, c'est juste une question de quand. Puis, du côté financier, écoute, je veux valoir mon prochain target d'ici 3 ans, 10 millions. Okay. D'ici 5 ans, tu sais, j'essaie de me rendre vers le 100 millions, mettons, d'ici 10 ans. Okay. Puis je vais devenir milliardaire. Définitivement. Puis quand on parle de valeur en termes de dollars, tu parles de 10 millions, 100 millions, tu parles de valeur pour la valeur de ton parc ou valeur en termes d'équité qui est important pour toi? Fait que ça, c'est un autre sujet, surtout sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand quelqu'un dit « je suis millionnaire », premièrement, on s'en fout. Mm-hmm. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Je suis millionnaire ou je vaux 1 million? C'est que la valeur de tes immeubles, ton cash, moins la dette que tu as, tes crédits, tes marges, etc., les hypothèques, égale 1 million. Exact. Ça, c'est très important. Définitivement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui valent bien cher, mais côté, quand les dettes, on les prend en ligne de compte, ça ne vaut plus toute la même chose. C'est ça. Puis là, tu as fait des investissements, tu es allé trouver des partenaires. Maintenant, tu es en train de te bâtir une crédibilité sur les réseaux sociaux. Même si on a ri de toi, je pense, au début, avec ton nombre de portes, ça a été comme un meme qui est revenu à plusieurs reprises. Tu sais, il y a tout le temps la phase, je pense, où les gens vont hate au début, puis après ça, ils commencent à finalement, le gars, ce qu'il dit, c'est pas si fou que ça. Ça fonctionne pour lui. Tu es en train de devenir une référence auprès des jeunes au point de vue immobilier. Tu dirais que ça a été. Comment tu t'es senti, toi, pour passer à travers ces stades-là où au début, tu avais beaucoup de hate, puis là, tranquillement, tu commences à avoir de plus en plus de succès? Écoute, honnêtement, l'opinion des gens, moi, ça m'importe peu. Je pense que ça se voit, là. Mm-hmm. Mais moi, quand je vois une critique, comme Grant, il dit « I lean into it ». Comment on dit ça en français? Ben, je m'en vais vers elle. Je l'encourage. Ouais. Quand je me fais critiquer, je rentre dedans. Tu sais, mettons, il y a une piscine pleine de critiques, là, ben, je me baigne dedans. OK. Parce que le moment où est-ce que tu t'enfuis de la piscine, tu mets ton orteil et tu t'en vas, ben, tu ne pourras pas accéder au prochain niveau. C'est une étape. Tu sais, même toi, sûrement en courtage, la critique, ça fait partie d'une étape avant d'atteindre un succès. Définitivement. Puis là, mais tu as eu des phases. Tu as eu des phases là où les gens commencent plus à t'encourager, à te poser des questions, qu'au début, c'était pas ça. Tu sais, de ce que j'ai pu voir, au début, c'était plus on rit du jeune qui essaye de faire de l'immobilier. Puis là, c'est plus, Corey, donne-moi donc des trucs pour
trouver ma mise de fond, puis m'enligner. Comment tu as fait la transition entre les deux? C'est pas moi qui ai fait de la transition. En fait, les choses arrivent pour une raison. Moi, en autant que je suis capable d'aider des gens, c'est ce qui me fait plaisir. Moi, je fais mon contenu pour aider les gens. Tu me demandes si je sais que j'ai eu du hate. Je vais te dire, je l'ai vu peut-être des fois. Les gens m'envoyaient des vidéos, mais moi, j'ai toujours été là pour ceux qui veulent apprendre. Ouais. Donc, j'imagine que quand tu atteins un certain niveau de succès, les gens te prennent plus au sérieux. Donc, la seule façon de mettre un silence sur le hate, c'est d'avoir plus de succès. Définitivement. Puis tu sais, c'est justement là le point que je voulais apporter avec ça, c'est qu'à un certain moment, je pense que tes haters se sont transformés peut-être en fans aussi, à l'inverse, basé sur ton nouveau succès que tu commences à mettre en place, puis commences à te poser des questions, tellement que j'imagine tu commences à être un gars occupé, tu es rendu, là, ce dimanche, il y a ton nouveau coaching, si tu veux, qui prend en ligne de compte. Parle-moi donc un peu de ça, c'est quoi c'est de où est venue l'idée de mettre du coaching en place, puis sûrement parce que tu avais plus de demandes, puis c'est quoi ton coaching que tu offres aux gens? Ouais. Ben, merci pour la question. Comme je te disais avant le podcast, mon but, c'était pas de plugger mon coaching, c'était vraiment d'apporter de la valeur, mais c'est ça, tous les dimanches, là, on a ce qu'on appelle des défis cash. Okay. J'ai un défi triplex aussi. C'est des événements en ligne gratuits où est-ce que j'apprends aux gens comment acheter un premier triplex ou comment lever des fonds de façon créative. Okay. Et pourquoi j'ai voulu faire du coaching? Moi, j'ai toujours été... Je me considère pas un coach, en passant. Là. Je suis pas un coach, je suis un investisseur immobilier qui partage aux gens comment investir. Je suis pas un coach de vie, je suis pas un coach d'immobilier. Si tu veux un coach, en fait, je suis pas ton coach. Je suis le gars qui investit et qui va te dire comment faire. Okay. Mais d'où est-ce que ça vient? C'est que moi, j'avais des gens dans mon entourage, mon cousin, mon meilleur ami, des amis qui me demandaient, tu sais, écoute, t'as des blogs. Tu sais, avant même les réseaux sociaux, t'as des blogs, comment je fais? Là, je me retrouvais toujours à les aider, tu sais, gratuitement, là, c'est mon entourage. Fait que je les aidais, à un moment donné, tu sais, de plus de son ami à son ami, puis là, à un moment donné, je mettais sur Snapchat, tu sais, des petites vidéos comme de moi qui coachais un ami, puis là, le monde me textait. Puis là, j'ai commencé à dire, hey, je prends des étudiants, fait que venez-vous-en, tu sais, je veux vous apprendre. Mais là, à un moment donné, il y avait trop de gens, fait que je chargeais une couple de piastres, tu sais, puis là, à un moment donné, j'ai dit, je vais faire des TikTok, puis là, boum, 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 puis là, j'en ai rendu à des milliers, en fait, d'étudiants là, au complet. Ouais, c'est fou. Qui se login dedans votre webinaire, dans le fond? Non. Qui accèdent à nos programmes payants. Là. Wow! Ouais. Good job. Puis tu dirais que c'est-tu dans cette entreprise-là qui est la plus rentable pour toi ou c'est vraiment l'immobilier qui est le plus rentable? Je te dirais que l'immobilier, tu sais, comme tu dis, je viens de faire un 500 000 $ au refinancement sur un bloc. À un moment donné, fait que moi, ma business, c'est l'immobilier. Okay. Ma business va toujours être l'investissement immobilier. Mais tu sais, ce qui arrive avec l'immobilier, c'est que ça te permet de te libérer beaucoup de ton temps. Tu sais, tu achètes le deal, mettons, tu trouves quelqu'un qui fait ta prospection. Il trouve le deal, il fait une offre. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est approuver. Puis là, après ça, c'est d'optimiser l'immeuble. Mais moi, je rénove pas. Fait que tu sais, c'est moi le stratège derrière mes blocs. Mais je fais pas le work. Je suis pas là à rénover ou à tu sais, tu comprends? Tu me disais tantôt, pas de gestion, pas de rénovation, c'est tout donné à l'externe. Ouais. Puis est-ce que ça faisait partie de ta stratégie initiale? Tu sais, comme moi, j'ai délibérément choisi d'acheter mes immeubles loin de où je travaille pour pas venir me faire achaler par mes locataires, pour pas avoir à y aller en me disant, le gestionnaire, c'est trop long. Non, j'ai délibérément dit, non, je vais acheter à l'extérieur, je vais les optimiser, puis je le mets en gestion à 100%. Achalez-moi pas, je collecte mes chèques, that's it. Puis c'était ma stratégie. Puis j'en ai à Montréal, puis ça m'achale. Comme, en ce moment, là, je viens d'acheter un 12 commercial où on va aménager nos bureaux. Puis ça m'achale d'avoir des délai avec les locataires sont là, ils peuvent venir au bureau, ils peuvent me voir, ils m'appellent, je suis plus proche d'eux autres. Est-ce que toi, ça faisait partie de ta stratégie ou ça a juste été un add-on que tu as dit, je vais mettre en gestion, puis après ça, je vais m'organiser? Moi, ma stratégie, c'était de gérer mes propres immeubles. Au début, puis de me verser un pourcentage à moi, mettons. Comme un 10% à moi. Fait que c'est comme je me fais payer comme plusieurs fois. Mais là, j'ai réalisé que ça fait pas partie de mon ikigai gérer, puis que je pourrais être en train de acheter d'autres deals plutôt que répondre aux deals que j'ai déjà. Ouais. Puis tu sais, moi, la majorité des locataires savent pas que je suis propriétaire, dans le fond, parce que c'est tout incorporé, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça aussi. Mais non, moi, j'ai pas peur de me faire achaler.
je traîne pas autour de mes immeubles, à part pour faire des vidéos. Là. Ouais, puis, tu sais, pour finir un peu sur cette note-là, quelqu'un qui voudrait, premièrement, se lancer en immobilier, ce serait quoi se lancer en immobilier ou du moins dans le volet entrepreneur en général, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre que, tu sais, moi, je suis pas passionné de l'immobilier, je suis pas passionné. Tu sais, oui, j'ai une flamme en moi, je suis passionné par aller vivre à Miami. Fait que, tu sais, l'immobilier, selon moi, c'est juste un véhicule. C'est pareil comme acheter du papier à 1$ puis le revendre à 2$. Ouais. Sauf que là, tu achètes des immeubles qui sont stables, tu as des clients à vie, puis qui te génèrent des grosses liquidités pour te permettre d'acheter de l'équipement, te permettre d'acheter des gens, tu sais, tu comprends? Te propulser vers ta vision. Là. C'est juste pour de l'argent qui va te propulser vers ta vision, tu l'as bien dit. Okay. Donc, mon conseil, c'est... Tu sais, on entend souvent « suis tes passions, fais ce que t'aimes ». Moi, je vais dire « fais ce que t'aimes pas », en fait. Peut-être il y a une certaine limite, là. Sois discipliné, fais ce que t'aimes pas qui te rapproche, là. Parce que si tu fais ce que t'aimes, tu sais, je connais des gens, là, ils adorent faire de la peinture, mettons. Ben, ils peinturent, mais ils sont cassés. Ouais. Mais ils adorent ça. Mais ils sont cassés. Fait que là, ils viennent me voir puis ils disent « Corey, je suis cassé, mais j'adore ça. » Ben, tu sais, peut-être que tu pourrais faire une business autour de ça, mais c'est pour ça que c'est important. Fait que mon conseil, c'est, tu sais, si tu fais ce que 99% des gens font, tu vas avoir ce que tout le monde a. Si tu fais le 1% que les gens font pas, tu vas être dans le 1%. Fait que, n'aie pas peur d'avoir une vision et de devoir faire des trucs comme apprendre, des trucs comme appeler des gens que tu veux pas appeler. Tu sais, moi, j'ai appelé des gens que je voulais pas appeler. J'allais voir des gens que je voulais pas voir. Ouais. Je me suis déplacé quand je voulais pas me déplacer. J'ai fait des trucs parce que ma vie, elle en dépend, en fait. Ma vie dépend de tout ça. Ouais. Faire du profit des problèmes. Dans le fond, moi, c'est comme ça que je l'ai tout le temps vu de mon côté. C'était qu'est-ce que les gens veulent pas faire? Puis je vais aller le faire parce que je sais que c'est là où l'argent allait. Tu sais, les immeubles qu'on va acheter souvent aussi, c'est des immeubles à problème. Je sais pas les tiens si jamais c'est des... À optimiser, ouais. Ouais, c'est ça. On vient d'acheter un 15 logements. Je viens d'acheter un 15 logements, c'est une piquerie, là. Au sous-sol, il y a des junkies, des... Quelle ville? Trois-Rivières. Okay. Trois-Rivières Centre, c'est mon premier que j'achetais dans ce coin-là. Mes autres sont collés sur l'université. Puis ils sont super clean, là. Mais celui-là, vraiment piquerie, vraiment des itinérants, là, dans l'immeuble. Pas pour... mais je suis allé à Trois-Rivières pour trouver... J'avais un immeuble que je voulais visiter. Okay. Puis juste histoire courte, c'était un 6 logements, Trois-Rivières. Okay. Je pars de Gatineau, 3h30 de route, je vais visiter. Là, j'arrive, là, je suis comme, wow, tu sais, c'était une de mes premières fois à Trois-Rivières. Je connaissais pas la ville. Tu vois où est-ce que je veux m'en aller? Ouais. Fait que là, j'arrive, je dis, wow, c'est beau Trois-Rivières. Quand t'es proche de l'autoroute. C'est beau Trois-Rivières. Là, tu sais, je vais sur l'autoroute. Puis là, elle fait un petit croche. Là, je suis comme, OK. Là, je débarque. Là, je tourne à droite, mettons. Là, puis tout est beau. Puis là, c'est comme un quartier nouveau. Puis là, il y a une traque de train. Je passe la traque de train. On dirait que c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, une bombe atomique qui est tombée ici. C'est quoi le secteur? C'est là, en arrière de la traque de train. Mon immeuble, c'est sur la Violette, en fait. C'est quoi le nom du secteur? Je me rappelle plus du nom exact, mais c'est, tu sais, il y a des forges. À gauche, il y a des forges. Juste avant de rentrer dans le nouveau développement où il y a l'hôpital, puis le cégep. Ouais, la traque de train. C'est là. ça. Ouais. Mon immeuble est en arrière. En arrière de la traque? Dans la cour. La traque de train? Ouais. Une vraie piquerie, c'est vraiment un immeuble à problème, mais le potentiel d'optimisation est juste incroyable. Tu fais les calculs comme il faut, s'il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, mes calculs, c'était genre comme what the fuck, là. C'est quoi ça, là? Mais il y a énormément d'argent qui est injecté. Si tu regardes, il y a certains investisseurs, il y a des gens qui connaissent déjà qui mettent beaucoup d'argent ces temps-ci à Sherbrooke, dans des secteurs un peu délabrés, puis qui le rapportent. Je pense que chaque secteur qui sont délabrés, il y a potentiel d'optimisation à plus grande échelle, à plus long terme aussi. Si tu prends la décision que ce secteur-là, tu veux développer. Là, tu me parles, tu as acheté des triplex, tu as acheté des sixplex. À un moment donné, tu veux-tu t'enligner dans des plus gros immeubles ou ta stratégie est basée sur des plus petits immeubles parce que c'est plus rapide à optimiser qu'un gros immeuble? Non. En fait, tu sais, moi, j'achète de tout. Mon plus gros immeuble, c'est un 12 logements. Okay. Fait que moi, non, je veux 24, 50, 60. Puis moi, j'aimerais ça vraiment. Ce que je vais faire, c'est pas j'aimerais. Vais faire. Je veux bâtir un parc là, de gros immeubles, en fait, au Québec et à Miami. OK. Fait que même jamais tu déménages puis tu suis ta vision, tu conserverais ton parc immobilier au Québec pour aller en faire un autre là-bas. Ouais. Puis honnêtement, je trouve que
investir au Québec, c'est un des meilleurs endroits. Tu sais, moi, j'ai de la famille en Europe, j'ai voyagé un peu partout en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe. Puis honnêtement, là, au Québec, c'est beaucoup plus accessible. Tu peux commencer avec des duplex, triplex. En Roumanie, c'est genre, faut que tu commences avec des 60 logements. OK. Fait que je garde mon parc au Québec. C'est un bon marché, c'est stable. Fait que je garde au Québec et je veux expandre aussi. Puis si tu compares le Québec avec les États-Unis? Ben, aux États-Unis, il y a plus de monde. Right? Fait que ça, c'est quelque chose. Les loyers sont plus élevés, dépendamment de où est-ce qu'on parle aux États-Unis. Là, mais mettons. En général, je te dirais, il semble avoir tellement plus de leviers à certains endroits, que ce soit avec la taxe 1031, exchange. Que Biden veut enlever. Ils vont tout venir ici après. Ouais, c'est ça. Mais il semble avoir plus de leviers possibles. Mais effectivement, je pense qu'au Québec, c'est un très bon tremplin pour éventuellement avoir d'autres parcs. Là. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup aussi, ils achètent des maisons puis les flippent. Ce que moi, je veux pas. Moi, c'est vraiment, j'achète des multi-logements ou des duplex, triplex quand j'ai commencé. Mais tu sais, le but, c'est de commencer avec des duplex, triplex, mais ensuite de t'en aller vers des plus gros immeubles et de créer de la valeur un peu comme toi tu fais. Là. J'adore. Écoute, merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui, Corey. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des trucs à apprendre de ce que tu partages. Ta vision en immobilier, elle est bien définie. Puis je te souhaite tout le succès que tu peux avoir en immobilier. Merci beaucoup, j'apprécie. Yes, sir. Salut.